je vais demander tout de suite à 3 personnes de nous rejoindre. Dominique Lefebvre, Samuel Gabory, Patrice Mercereau, si vous le voulez bien, allez-y. Et on peut les applaudir. Alors, Dominique nous fait l'honneur d'être présent ce soir parmi nous. Je vais alors, président de Val-de-France, Dominique, président de sa caisse régionale depuis combien d'années? Un certain temps. Président de Crédit Agricole SA et puis également président de notre fédération qui rassemble l'ensemble de nos 39 caisses régionales. À ses côtés, Patrice Mercereau, qui est donc un des vice-présidents de notre caisse régionale, et Samuel Gabory. Pourquoi sont-ils là? Dominique va nous faire une présentation, va nous faire une allocution. Mes deux collègues vont être ici. Il y a des questions qui ont été posées par la salle, beaucoup de questions qu'il a fallu travailler par groupe. Ça a été le boulot de mes collègues. Le conseil d'administration a aussi rédigé quelques questions. Donc à l'issue de ta présentation, Dominique, mes deux collègues animeront pour te poser les questions. Et voilà. Et pour ce qui nous concerne, on vous laisse au boulot. Voilà, c'est terminé. Pardon. Bonjour à tous, merci de m'accueillir à Tours. Et effectivement, c'est une ville que je connais bien puisque j'y ai passé pas mal de temps quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a très longtemps, avant même de devenir président de la caisse régionale voisine de Val-de-France. Et donc je suis un peu tourangeau de cœur et je connais bien la Touraine finalement parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir. D'abord de succéder à deux intervenants qui, je trouve, ont donné avec beaucoup de punch, beaucoup d'énergie, le sens de ce qu'ils souhaitaient faire pour vos deux départements et pour votre caisse régionale. Et votre caisse régionale, ils l'ont dit très bien. Elle a des responsabilités qu'elle va assumer. Et moi, je vais vous parler de ce que peut faire le groupe pour aider Touraine-Poitou à le faire. Alors, j'ai préparé simplement 8 ou 9 plaques, je ne sais plus trop, mais ça va aller relativement vite. Et puis, on continuera dans les échanges pour vous donner quelques photos rapides de l'état de notre union, comme on dit aux États-Unis. D'abord, nos résultats, on n'y reviendra plus beaucoup ensuite. Ce sont des résultats qui sont solides. Vous voyez, plus de 8 milliards d'euros pour le groupe, 4 milliards pour les caisses, 5 milliards 4 pour Crédit Agricole SA. Ce sont des résultats qui sont dorénavant récurrents, qui ne souffrent plus d'accidents comme nous en avons connu. En fait, le groupe Crédit Agricole vient de connaître une décennie de progression assez spectaculaire en réalité et a maintenant des résultats assez haut niveau. Malgré le contexte que Nathalie évoquait tout à l'heure, il y a quand même des problèmes dans notre environnement. Et malgré ça, nous réussissons à délivrer des performances. Alors, les résultats en milliards, c'est peut-être impressionnant pour certains. En fait, ça n'a de valeur que parce que ça montre que nous avons une bonne dynamique commerciale. Et quand on a une bonne dynamique commerciale, ça veut dire que nos clients achètent nos produits, les apprécient, nos services, et que ça se traduit par des progressions et par des résultats de ce type. C'est surtout ça qu'il faut retenir de cette plaque. Je voudrais maintenant faire un commentaire sur la plaque suivante qui montre que si ici on conserve 85 voire 90% du résultat de la caisse régionale au service des deux départements, l'ensemble du groupe a cette même efficacité à peu de choses près puisque notre structure cotée verse des dividendes et comme les caisses régionales sont l'actionnaire majoritaire de Crédit Agricole SA, une partie importante de ces dividendes, 60% maintenant, revient dans les territoires. Et ceci, en plus des résultats qui sont conservés par les caisses régionales, nous donne une puissance de feu que Nathalie, je crois, évoquait tout à l'heure. Sur 8 milliards 100, nous conservons 6 milliards 100 sur l'exercice 2022 qui reviennent dans les caisses régionales. Et ça sert à financer l'économie de la Touraine et du Poitou, ça sert à faire des crédits, ça sert à faire des investissements, ça sert à soutenir des initiatives, ça sert à servir l'économie de votre territoire. C'est extrêmement important parce que c'est assez rare en réalité. Et c'est un système qui est financièrement assez vertueux puisqu'il conserve l'essentiel de la valeur qu'il produit au bénéfice des territoires qui ont fabriqué, qui ont mis en œuvre ce groupe. Et c'est assez original d'ailleurs dans la banque en France. Alors pour parler un peu des clients, j'ai sorti un des graphiques de notre communication qui est en fait assez simple. Vous avez l'offre sur l'APSI, vous avez sur l'ordonnée
en fait nos équipements, c'est nos parts de marché. Et puis tous les marchés que nous servons, j'ai pas mis tout, hein, mais il y en a pas mal. Et donc quand on regarde ça, on se dit mais il n'y a plus qu'à développer tout ça. On peut toujours faire un peu plus quand on est fort. On peut toujours développer de nouvelles initiatives. J'en parlerai dans un instant. C'est les deux petits bâtonnets en clair à droite, qui sont des nouvelles initiatives qui ont été aussi évoquées par vos dirigeants et qui prennent leur part. Hein. C'est pas que national. Hein. Je vais vous dire localement, tout le monde s'en occupe. J'avais encore à l'instant une discussion à ce sujet. Ce sont des choses qu'on va développer, mais vous voyez qu'on a une approche vraiment universelle de la relation avec nos clients qui touche à tout leur patrimoine, qui touche à tous leurs besoins financiers et pas seulement à quelques points financiers, d'épargne ou d'assurance, mais un univers de besoins qui est beaucoup plus élevé. Et nous avons mis, pour faire ceci, nous avons mis en place des métiers qui ont pour la plupart une dimension européenne, voire une dimension mondiale. C'est le cas notamment d'Amundi que vous connaissez souvent. Et donc notre projet, c'est de développer encore les interactions entre ces métiers au service de nos clients pour couvrir la totalité de leurs besoins de cette sphère que j'évoquais. Et puis évidemment des ambitions commerciales qui ne sont pas déçues, hein, puisque nous gagnons encore beaucoup de clients. L'année dernière, on a encore gagné 150 à 200 000 clients en net, hein, sur le groupe. Et donc nous continuons notre progression. J'ai mis là quelques exemples de métiers qui ont conclu récemment des opérations qui ont toute leur importance. Vous avez un accord avec CACF, qui est notre filiale de crédit à la consommation, avec Stellantis, qui a en fait complètement changé la nature de notre filiale, qui est plus tellement une filiale de crédit à la consommation, mais qui est en fait maintenant une filiale qui sert beaucoup les changements liés à la mobilité. Vous savez tous ce que c'est, hein. On va passer très rapidement au tout électrique, enfin, c'est ce qui est annoncé, très très rapidement en réalité. Et donc vous avez beaucoup de personnes qui s'interrogent sur est-ce que je dois acheter un véhicule qui se revendra peut-être mal, puisqu'il est hybride et qu'il n'est pas encore tout électrique. Est-ce que je dois simplement utiliser les possibilités qu'offre l'usage? Et donc nous développons sur ces métiers-là de manière assez considérable, et je vous ai mis les chiffres. Mais c'est un pivotement en fait de ce que faisait cette filiale de manière assez agile au gré des discussions que nous avons avec Stellantis et avec d'autres constructeurs sur d'autres sujets. KCI, c'est moins connu, c'est la conservation de titres. Et nous avons racheté les activités de la Royal Bank of Canada récemment. Et donc nous formons maintenant un gros conservateur européen. C'est ceux qui se débrouillent pour que vos titres soient en sécurité, qu'on vous serve vos dividendes, qu'on puisse les compter et les retrouver à la fin, c'est quand même assez important. Et puis j'ai mis Banco BPM, qui montre que nos assurances, qui étaient assez françaises, assez franco-françaises, se développent maintenant à l'international et servent des clients italiens de notre réseau italien, qui est notre deuxième pays, hein, notre deuxième pays domestique, avec la France bien sûr. Bon, ça fera probablement des synergies, ça fera probablement des résultats, mais c'est pas ça l'important. Il y a aussi plein d'autres exemples. Vous avez entendu parler de l'Ixor, qui a été acquis auprès de la Société Générale, dans les trackers, enfin bref, tout un tas de développement de métiers. Ce que je veux dire, c'est que nos métiers sont souvent de niveau européen et parfois de niveau mondial, et ceci vient en appui de ce qu'ont décliné tout à l'heure les deux dirigeants que vous avez écoutés, puisqu'on vient les épauler avec les expertises que fournissent nos métiers au service des clients que vous êtes, au service des sociétaires que vous êtes. On va parler un petit peu de transition assez rapidement, je vais aller vite. On a parlé, je crois, de santé et de territoire, et j'ai cru comprendre qu'on en reparlerait peut-être. J'ai fait une plaque sur l'énergie. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'énergie. Bon, d'abord, on a quelque chose d'infiniment puissant qui est devant nous. Nous n'allons pas au rythme que nous devrions atteindre pour nous transformer suffisamment vite et respecter un scénario de changement climatique qui soit à peu près vivable. Et donc nous avons décidé de nous mobiliser, pas nous seuls heureusement, mais nous aussi, notamment pour produire et distribuer de l'énergie décarbonée, et puis pour accompagner les démarches de sobriété de nos clients. Il y a énormément de besoins, il y a énormément de choses à faire, j'y reviendrai dans un instant, mais nous avons pris ce sujet avec beaucoup de volontarisme. Nous sommes un peu perturbés parfois parce que des ONG considèrent que soit nous n'allons pas assez vite, soit nous avons des partenariats avec des énergéticiens. C'est vrai que nos clients sont parfois Total Energy, parfois Engie,
et qu'on nous le reproche. Et en même temps, l'approche qui est la nôtre, c'est plutôt de transformer les producteurs d'énergie de l'intérieur pour les aider à faire ce schéma de décarbonification. Ça va? Bon, vous comprenez. Hein. Décarbonation. Plutôt que de les mettre à l'écart, de les mettre à l'index, de les stigmatiser, de leur dire non, non, nous ne voulons plus travailler avec vous. Nous préférons ne travailler qu'avec des gens qui produisent de l'énergie pure, propre, verte, etc. Oui, mais l'économie européenne, l'économie française, elle est ce qu'elle est. Et aujourd'hui, elle est très carbonée. Et l'enjeu, c'est pas de stigmatiser ceux qui sont carbonés, c'est d'aider tout le monde à se décarboner. Et donc c'est ça la philosophie de notre action. On pourrait tout à fait faire un nettoyage de notre bilan, puisque dans les revenus du groupe Crédit Agricole, le Crédit Agricole SA par exemple, il y a 1%, même pas 1% qui provient des énergéticiens, donc on peut tous les virer, et puis dire avec vous on ne veut plus travailler. On aurait moins de critiques de la part de certaines ONG, mais est-ce que nous aurions fait vraiment le travail de décarboner l'économie? Non. C'est ce que nous pensons, et donc nous continuons avec une façon opiniâtre et tenace d'aider nos clients à changer eux-mêmes, parce que nous pensons que c'est ce que nous devons faire. Deux mots de notre responsabilité sociétale, qui a aussi été abordée par vos dirigeants. Il y a trois points. Je ne veux pas m'alourdir beaucoup, j'ai mis quelques détails, mais je voudrais, premier point, dire que nous sommes une banque universelle. Nous nous adressons à tous les clients, qu'ils soient très fortunés ou qu'ils soient modestes. Et nous avons fait attention à développer des offres en finance, en assurance, pour des clients modestes, avec la couverture essentielle des besoins les plus nécessaires et à des prix vraiment tarifés au mieux. Et donc nous avons ce souci d'être universel pour tout le monde, pour tous nos clients, parce que nous sommes une banque universelle. Vous savez, je recevais vendredi dernier une délégation d'Ukrainiens qui me demandait comment vous avez fait pour avoir une telle part de marché, une telle emprise sur l'économie française. Je leur ai dit, mais en fait, depuis 40 ou 50 ans, nous servons la société, nous servons les besoins de la société. C'est comme ça que nous avons pris nos positions. Nous servons les besoins des particuliers, nous avons accompagné le mouvement d'acquisition des logements, nous avons accompagné les salariés lorsque la mensualisation s'est mise en place, etc., etc. Et quand on regarde, c'est comme ça que nos positions ont été acquises. Et évidemment, nous ne voulons pas faire une croix là-dessus. La contribution au développement des territoires, je crois qu'elle a été magnifiquement abordée par les deux personnes qui m'ont précédé, les deux orateurs précédents. Je n'y reviens pas, mais vous voyez qu'on a quand même des responsabilités, comme disait Odé. Vous êtes le premier financeur, le premier investisseur d'un territoire. Vous ne pouvez pas vous sauver, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas laisser les entreprises, les collectivités, les associations, les pros, les professions libérales en plan en disant c'est fini. Non, vous avez des responsabilités, vous devez continuer. Et donc c'est en ça que le Crédit Agricole est orienté vers ce service des territoires. Et puis nous voulons, je viens de le dire, accompagner tous les acteurs et tous les clients dans leur transition énergétique. Mais ça, c'est une question de vie ou de mort pour chacun d'entre nous. Et donc je n'insiste pas davantage. C'est le dernier point sur l'énergie que je voulais aborder. Je voulais montrer les 5 exemples de cibles net zéro 2050 avec le point d'étape à 2030. Donc vous avez le premier chiffre qui est 2020 et vous avez une courbe qui atteint le niveau 2030. Ce sont les engagements que nous prenons aux côtés des filières qui s'engagent pour atteindre un scénario net zéro en 2050, par exemple. L'avant-dernière ligne, vous savez qu'une voiture que nous aurons financée pour un de nos clients émettait en 2020 190 grammes de CO2 équivalent par kilomètre et ce sera 95 en 2030. C'est un mouvement qui va très vite sous l'effet des transformations que vous connaissez. Et donc nous avons fait ces trajectoires sur 5 domaines. Nous allons publier en fin d'année 5 autres, je crois, au moins 4 autres, dont l'agriculture, dont le bâtiment, qui est un bâtiment immobilier particulier, qui est un sujet extrêmement important. Et donc nous décrivons de manière contrôlée, auditable, avec un cadre réglementaire sérieux, ce que nous souhaitons faire, et ce pour l'ensemble des filières. Et nous sommes en train de terminer ce travail. Mais c'est normal, il faut aller vite si on veut avoir des résultats. C'est la dernière plaque que je voulais commenter. C'est pareil, Odé et Nathalie en ont parlé.
Nos sociétaires sont une très grande fierté. Vous savez, on est parti il y a quelques années de 7 ou 8 millions de sociétaires. Nous sommes maintenant non pas à 11,3 mais à 11,5 à peu près, et ça continue. Et toutes les caisses continuent à progresser. Moi, je suis très très fier de notre action sur le sociétariat. Je suis d'autant plus fier que mes collègues du Crédit Mutuel et de BPCE nous envient. Ils me l'ont dit la semaine dernière, parce qu'on est passé un peu devant. Enfin, ça fait pas de mal à se faire plaisir. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire, sans eux, je ne sais pas si on aurait les mêmes performances, parce que je peux vous dire, ils nous challenge comme il faut. Et donc nous sommes aiguillonnés pour être meilleurs chaque jour, grâce à eux, je le leur dis aussi. Mais ce que je veux dire surtout, s'il y a dans la salle, et je pense qu'il y a des sociétaires, et il y a des présidents et des administrateurs de caisses locales, j'ai vraiment, comme le disait Nathalie tout à l'heure, beaucoup de respect pour ce que vous faites. C'est pas facile d'animer des sociétaires, on vous confie un territoire, souvent un canton ou quelque chose comme ça. Il faut organiser évidemment votre assemblée générale, leur permettre de s'exprimer, mais aussi, entre-temps, essayer d'avoir des actions pour mobiliser, pour animer tout ça. Ce n'est pas le travail le plus facile. J'ai 30 000 bénévoles qui sont à notre soutien dans le Crédit Agricole. J'ai vraiment pour eux beaucoup de respect, j'ai une pensée pour eux ce soir, et permettez-moi de les remercier infiniment pour ce qu'ils font. Je vous remercie. Bien, merci, Président. Je vous propose de continuer cet échange avec des questions que vous, le public, vous nous avez adressées. Nous en avons reçu beaucoup. Alors, nous les avons synthétisées et il ressort de ces questions 4 grands thèmes. Le premier, c'est la crise bancaire. Le second, le conflit en Ukraine. Le troisième, transition agricole. Et enfin, le quatrième, les transitions énergétiques. Vous voyez que c'est des sujets importants. Alors, on a reçu aussi des questions d'ordre personnel et je vous engage à rejoindre le kiosque de banque client qui sera ouvert pendant le cocktail. Vous aurez plusieurs kiosques comme ça, dont un kiosque client sur lequel vous pourrez poser vos questions personnelles. Si vous en êtes d'accord, je vais prendre les 2 premiers sujets et puis Samuel prendra les 2 suivants. Cher Président, commençons, si vous le voulez bien, par le premier sujet. Votre avis sur la crise des banques aux États-Unis, et y a-t-il un risque que ça se reproduise en Europe? À mon avis, non. Pas dans la zone euro, pour une raison très simple, c'est que nous sommes beaucoup plus régulés, beaucoup plus surveillés et astreints à des contraintes nettement plus lourdes que celles que subissent nos confrères américaines. Il y avait une bonne dizaine de banques américaines supervisées au même niveau que ce qu'est la supervision européenne pour nous. Et nous sommes 173, je crois, en zone euro, à être régulés. C'est pas une partie de plaisir d'ailleurs, parce que depuis une dizaine d'années, depuis la crise financière, j'ai dit que nous avions connu une décennie de progrès, mais en fait, on a aussi fait progresser nos fonds propres, on les a quasiment triplés à périmètre égal, à façon de compter identique. Et donc, on nous a demandé de gros efforts de capitalisation, c'est-à-dire qu'on met des fonds propres de côté pour assurer la qualité de notre exploitation, et ceci me fait penser qu'il y a peu de risques qu'il y ait une contagion, il n'y a quasiment aucun risque qu'il y ait une contagion. Le deuxième élément, c'est que la banque américaine qui est tombée était une banque extrêmement spécialisée sur les startups, avec un actif et un passif qui étaient très concentrés. Et donc, évidemment, quand des clients retirent leurs dépôts, leurs avoirs, ça va très très vite. C'est d'ailleurs le seul risque pour une banque, en réalité, c'est que les clients s'en aillent avec leur argent. Et nous sommes parmi les 2 ou 3 banques supervisées en Europe, parmi les 173, nous sommes parmi les 2 qui ont le plus de fonds propres. Et donc, on pense qu'on est relativement à l'abri de ça. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez être anxiogène, si tout le monde enlève d'un seul coup tous ses dépôts partout, il n'y a rien qui fonctionne. C'est évident. Sinon, il faut avoir exactement la même garantie que ce que vous prêtez, ce qui est strictement impossible. Mais normalement, non. La zone euro est de ce point de vue-là très conservatrice et je n'ai pas vraiment beaucoup d'inquiétude sur ce sujet. Ça me permet d'enchaîner sur la seconde question. Quelle vision
a le Crédit Agricole sur l'économie mondiale, européenne et française pour les 5 prochaines années? Et à l'horizon 10 ans, comment le groupe envisage son évolution dans un contexte incertain, on l'a vu tout à l'heure, fusion d'établissements, voire de caisses régionales? Il faudrait penser à parler du dernier point si j'oublie. Le contexte, vous le connaissez aussi bien que moi, il est bien décrit par les médias nationaux et enfin, vous comprenez très bien que c'est un complexe qui est en fait plein d'incertitudes, de difficultés latentes, de côté explosif, et donc c'est très difficile d'y voir très clair pour les 2 ou 3 années qui viennent. Ce que je me dis, c'est que nous entrons dynamiques, agile et armé dans cette période-là, et donc on ne peut pas se présenter mieux au début de la compétition que quand on est bien entraîné et en forme. Par contre, on voit un petit peu plus clair sur l'échéance un peu plus lointaine, et ceci est dicté par la transition énergétique, on y reviendra peut-être dans un instant, mais ça va être en fait un vrai driver de ce que nous aurons à faire, et ça va même changer la nature de nos activités, c'est-à-dire que nos banquiers ne vont pas exercer tout à fait la même profession dans 10 ans que maintenant, ça j'en suis absolument certain. Absolument certain. Et il faudra que ça change. Et donc, ça, de ce point de vue-là, on le voit clair. Alors, est-ce qu'on aura besoin de se restructurer? En France, on a quand même une industrie bancaire qui est déjà très, très regroupée, hein, très concentrée en réalité. Et elle est concentrée en France et elle est concentrée par la France pour l'Europe aussi. Donc, les établissements français sont très gros et très puissants. C'est jamais facile de le savoir à l'avance, mais nous avons fait une étude il y a 2 ou 3 ans pour vérifier les performances de nos caisses régionales. Hein. C'est les banques régionales comme Touraine-Poitou, et qui ne montraient pas de différence vraiment significative entre les plus grosses d'entre elles, que sont celles qui sont à Paris ou à Lyon, et puis les plus petites d'entre elles que je ne nomme pas. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'on met en commun tellement de choses, tellement d'aspects industriels ensemble, on fait tellement de coopération, qu'on permet à chacune d'entre elles de disposer du meilleur niveau de compétitivité dès le début et du meilleur niveau d'innovation. Si chacun devait faire soi-même la totalité du travail, évidemment, nous serions avec des performances très dispersées. Mais le fait que nous fassions énormément ensemble, presque tout ensemble, sauf, elle le disait tout à l'heure, hein, Nathalie, sauf les décisions. Toutes vos décisions, elles sont prises ici, à Tours ou à Poitiers. Elles ne sont pas prises ailleurs. Elles ne sont pas prises à Paris. Moi, je ne peux pas obliger une caisse régionale à venir coopérer. Mais par contre, quand elles coopèrent ensemble, elles ont décidé de le faire, c'est extrêmement puissant. Et donc, ça nous permet d'avoir une compétitivité qui a vraiment limité complètement l'intérêt de toute fusion. Il n'y a aucun projet en ce moment en cours. Je ne sais pas ce que ça sera dans 10 ans ou dans 20 ans, mais en tout cas, voilà la raison du fait qu'on a pu atteindre un niveau de compétition correct en s'organisant collectivement. Donc, si j'ai bien compris, pas de fusion de caisse régionale. Je lui avais dit de me reposer les questions. Donc, il n'y a pas de projet de fusion de caisse régionale. Ça vous va? C'est parfait. Passons au thème suivant, moins réjouissant, le conflit en Ukraine. Alors, comment le groupe Crédit Agricole est-il engagé en Ukraine? Alors, cher président, avant de vous laisser répondre à cette question, j'étais en Ukraine début mai pour un voyage humanitaire où nous avons apporté vivres et matériel autour de Kiev. Moi, je peux vous confirmer que dans les zones libres, les agences sont bien ouvertes et les équipes continuent d'accompagner le territoire. Alors, je reviens à la question, le groupe Crédit Agricole est-il engagé en Ukraine? J'y ai un peu répondu. Et va-t-il y rester? Oui, alors on est engagé en Ukraine. On a une banque là-bas qui a 2200 collaborateurs, qui, dans des conditions parfois un peu rocambolesques, continue à délivrer de services. C'est-à-dire parfois il y a des coupures d'électricité, donc vous imaginez, c'est pas très facile. En même temps, moi je découvre une banque qui est assez technophile, avec notamment une application qui marche très bien. Et donc il ne faut surtout pas imaginer que ce sont des zones qui ont besoin de développement. Ils sont déjà très très forts, hein, et ils sont extraordinaires d'inventivité. Les gens que j'ai reçus vendredi après-midi, en fait, trouver tous les moyens de contourner leurs difficultés pour rendre le service à leurs clients. On prévoit que les résultats de Crédit Agricole Ukraine seront positifs en 2023.
On espère, c'est pas fait, mais on espère. Et donc on a évidemment le grand espoir, mais la quasi-certitude, la conviction que nous pourrons continuer, avec derrière évidemment des enjeux d'une économie qui sera complètement différente, puisque viendra un jour le temps de la reconstruction. Et là, c'est en dizaines de milliards d'euros que ça se chiffre, et donc ça sera une économie assez différente. Mais pour l'instant, moi, je rencontre des personnes tout à fait exceptionnelles qui me donnent même qui illustrent même une idée européenne. On avait un peu, comment dirais-je, on avait un peu le moral dans les talons avec le Brexit. On se demandait quel projet l'Europe pouvait nous proposer à nous, citoyens. Quand on rencontrait des gens comme ça qui disent ce qu'ils font, ce qu'ils espèrent et quelles perspectives ils attendent, je peux vous dire, ça vous met un coup de boost. Et donc, on a certainement des choses à apprendre aussi en discutant avec eux. Oui, c'est un peuple très résilient. Merci pour ces éclairages. Pour ma partie, c'est fini. Je vais passer la parole à mon acolyte. Samuel, à toi. Merci Patrice. Alors, on va passer à deux sujets maintenant, donc les transitions agricoles et les transitions environnementales. D'abord, peut-être petit élément de contexte, mais vous le savez, alors moins dans l'Indre-et-Loire que dans la Vienne, bienvenue au pays des bassines. Alors, bassines, nous on n'aime pas, on dit plutôt réserve de substitution, donc ça m'amène à la première question. Donc, le Crédit Agricole va-t-il accompagner le secteur agricole, continuer d'accompagner le secteur agricole malgré les reproches qui sont faits à ce secteur d'activité en matière d'impact environnemental? Et plus globalement, quelle place pour l'agriculture dans la société de demain? Alors, je commence par le deuxième point, place irremplaçable. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, quand on parlait d'autonomie ou de souveraineté, franchement, ça n'intéressait personne, voilà, tout simplement. Maintenant, c'est redevenu quelque chose de très très important. Pas qu'en agriculture d'ailleurs, partout, sur les médicaments, sur tout ça, je vous passe les détails. Donc on a réappris que dans les besoins fondamentaux des personnes, il y avait des choses très simples, se nourrir, se vêtir, se loger, des choses comme ça. À mon avis, il n'y a aucun pays du monde où on échappe à ces nécessités, et donc l'agriculture fait partie de manière vraiment éclatante des domaines qui sont des domaines de souveraineté nationale extrêmement importantes. Et donc je suis le premier à être persuadé qu'il faut continuer à faire tous nos efforts pour aider l'agriculture. Après, l'agriculture en Europe a été questionnée par des défis très différents. Il y a une période où il fallait produire de la nourriture en quantité et en qualité. Je crois que ce défi a été à peu près relevé. On ne s'est pas rendu compte, mais les prix de l'alimentaire sont descendus en fait très très bas, jusqu'à il y a peu. Là, ils remontent un peu, mais on arrive aussi à la fin de ce que peut proposer un modèle. La part de l'alimentation dans les dépenses des ménages s'est vraiment effondrée sur les 30 dernières années. Et ça, c'est pas tenable non plus dans la durée, dans les proportions où on l'a vécu. Donc un de nos problèmes, c'est qu'il faut conserver une productivité correcte et en même temps répondre à tous les défis environnementaux qui se posent à nous. Je pense à un particulier, le climat, on en a beaucoup parlé. Enfin, en soi, c'est déjà un problème, quoi. Enfin, vous avez des plantes, enfin, tout le monde sait qu'à un moment donné, une plante fleurit et mûre, et quand on s'aperçoit que d'année en année, c'est quelques jours plus tôt, tout le monde comprend que les plantes sont perturbées à un point tel qu'elles n'arrivent pas à suivre l'adaptation. Et donc, il y a ces défis-là, mais il y a évidemment aussi un autre défi dont on va beaucoup parler, je pense, qui est celui de la biodiversité. Il fait l'objet d'un véritable effondrement qu'on a du mal à parfaitement comprendre, on travaille dessus. Mais alors là, par contre, c'est un patrimoine commun de tout le monde, et évidemment pas seulement de l'agriculteur, des agriculteurs. Et donc je pense là aussi, il faut rassembler nos énergies pour essayer de comprendre et faire au mieux. Et je crois que les défis environnementaux ne vont pas être un seul défi. Ça va pas être tout simplement sortir des pesticides ou faire je sais pas quoi. Déjà, c'est extrêmement dur. Mais ça va être un tas de défis très différents. Et ça va être un peu comme la question climatique, il va falloir s'en occuper assez fortement et rapidement parce que ça va vite. Et donc, évidemment que le Crédit Agricole va faire tous ses efforts pour accompagner ça. Je voudrais juste vous faire une réflexion. Si nous étions restés une banque purement agricole, que nous avions choisi de ne pas nous ouvrir à d'autres marchés comme les particuliers ou les entreprises ou d'autres marchés, nous ne serions plus en capacité d'accompagner l'agriculture. Or, nous pouvons le faire avec des moyens massifs, parce que nous sommes, comme Odé le disait, la 10e banque mondiale par le bilan, et donc nous avons le moyen d'accorder, par exemple, plus de 8 milliards d'euros de crédits d'équipement à l'agriculture,
Et donc quand vous êtes en face de secteurs qui ont besoin de se transformer, ça va être le cas, c'est extrêmement important d'avoir cette puissance financière. Et nous pouvons le faire parce que nous avons eu une visée universelle. Nous pouvons nous occuper des agriculteurs, on pourra toujours le faire mieux hein, demain qu'hier, mais nous pouvons le faire parce que nous avons une visée universelle. Alors, ça tombe bien, c'est le prolongement pour la deuxième question. On va parler du renouvellement des générations avec le défi qui est face à nous. Odé et Nathalie l'évoquaient dans leurs propos introductifs, avec une vague importante d'agriculteurs qui vont laisser leur exploitation dans les 10 ans qui viennent. On constate un montant des reprises de plus en plus élevé, outre l'accès au foncier. Donc il s'agit de financer le capital d'exploitation. Et au-delà des financements classiques que le Crédit Agricole peut faire, comment justement le Crédit Agricole peut aider les porteurs de projets à financer justement ces nouvelles installations de demain? Je partage le diagnostic avec vous. 150 installations à faire sur les 2 départements, c'est un vrai challenge. Je partage avec vous que on est sur un marché où il y a beaucoup de concurrence. C'est aussi un peu ce qui fait monter le prix des terres et le prix des reprises. C'est dommageable hein, pour les agriculteurs parce que quand vous avez une capacité économique à amortir le coût d'une acquisition, que vous soyez boulanger, professionnel ou agriculteur, c'est pareil. Si votre exploitation vous permet de payer l'investissement, normalement, c'est qu'une question d'organisation de votre dette et de structuration de vos engagements. Quand on arrive à un point où tout devient un peu patrimonial, enfin, prenez l'exemple des très grands vignobles champenois ou bordelais, où finalement l'exploitation ne peut plus dégager le prix, mais depuis longtemps, on ne peut plus dégager le prix pour permettre de payer les domaines, c'est finalement la plus-value que vous espérez faire, que vous visez, ce qui devient quand même un peu plus dangereux, un peu plus malsain, parce que la plus-value, elle monte, puis un jour, elle redescend, et si vous avez le truc dans la main à ce moment-là, c'est pour vous. Et bien pour l'agriculture en général, on a un petit peu ce phénomène-là, je suis un peu inquiet, parce que je trouve qu'au gré de périodes de marché qui sont un peu favorables, ça y est, les prix se réenvolent. Il faut faire attention à nos jeunes, hein, parce que, comme je disais, ils travaillent avec des prix de vente qui sont faibles, et pratiquement dans toutes les productions, et pas assez forts pour payer ce qu'on leur demande. Et donc on a un vrai problème, moi il faut que je rediscute aussi avec l'ensemble de nos partenaires, mais c'est un marché, enfin, on peut pas tout... Alors on prend quelques initiatives pour essayer de faire du portage avec des partenaires ou pas, mais ça n'a pas encore assez de puissance et pas encore assez d'ampleur à mon sens pour qu'on règle les questions. Et régler la question, c'est avoir un excédent brut d'exploitation qui vous permet de faire face à vos engagements, pour un particulier comme pour un professionnel. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Et donc c'est ça qu'il faut rééquilibrer en premier, et ensuite on trouvera toutes les solutions, mais on essaiera de les rechercher de manière résolue aussi. Alors, dernière question sur la partie agricole, donc la nouvelle assurance climatique, est-ce qu'elle vous paraît au point? Et bien, est-ce qu'on encourage les jeunes agriculteurs à y souscrire pour sécuriser le modèle agricole, mais aussi sécuriser les revenus? Alors, on a beaucoup travaillé, c'est l'Arlésienne, on a eu du mal. Donc elle n'est pas parfaite, hein, et elle pourra encore être parfaite, mais il y a quand même de vraies progressions dans ce qui est proposé. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y a un niveau de sécurité qui est extrêmement important, qui est donné par les pouvoirs publics en complément du système assurantiel privé, qui est que les pertes les plus importantes, quand vous perdez tout, quoi, là vous avez une forme de couverture qu'un système privé ne pouvait pas fournir à lui seul. Donc après, à chacun de faire ses calculs et de voir à quel niveau il faut s'engager, mais n'empêche que les clients ont répondu présent, puisque nous avons pratiquement doublé dans presque toutes les productions le nombre de souscriptions, avec un dispositif qui est assez astucieux. Vraiment, Julien de Normandie avait très très bien travaillé sur le sujet, c'est lui qui a donné l'impulsion pour que les choses fonctionnent, donc c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, et on en a rudement besoin, hein, parce que pour se protéger des aléas, il y a l'assurance, et évidemment, avant l'assurance, il y a tout ce qu'on peut faire pour que les aléas n'arrivent pas ou marquent moins. Et chaque agriculteur connaît ça, donc, et c'est l'ensemble de ces solutions qu'il faut développer pour protéger nos producteurs et nos productions. Et, parce que les aléas, eux, on sait ce qu'ils vont devenir, c'est une forme d'inflation permanente. On est parti dedans depuis 10 ans, on la constate, et elle se vérifie quasiment tout le temps. Voilà ce qui est devant nous. Donc c'est mieux, c'est pas parfait, mais il faudra quand même progresser encore.
Donc l'enchaînement donc, est tout trouvé pour la partie transition énergétique. Alors vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure dans vos propos. Si vous le permettez, je ferai deux questions en une, peut-être en demandant quelques précisions. Donc l'implication du Crédit Agricole, alors on l'a vu chez nous, mais plus largement dans la transition énergétique. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais peut-être encore plus précisément. Et puis surtout, quels sont finalement les arguments à opposer à ceux qui disent que nous sommes un des plus gros financeurs des énergies fossiles. Enfin, c'est revenu dans les questions, j'étais à l'AG de CASA, c'est revenu dans les questions de l'Assemblée. Alors que je dise à ceux qui n'étaient pas à l'AG de CASA ce qui s'est passé, en fait, on nous reproche que Amundi, qui est notre gestionnaire d'actifs, est lui-même actionnaire de Total Energy pour le compte de ses clients qui veulent du titre Total Energy dans leur portefeuille. Et donc, on nous dit, c'est pas bien parce que comme vous prenez du capital de Total Energy, vous soutenez l'activité de Total Energy et on n'y voit pas clair dans les financements, comment ils transitent. Bon, quand on achète une action, on voit quand même un petit peu ce que c'est. Voilà, bon. Mais en fait, on a pris quand même des positions parfaitement claires. On est sorti du charbon, on est sorti en gros du pétrole dans des temporalités qu'on a données et des conditions qu'on a données. Nous pensions il y a encore 5 ou 6 ans que le gaz pouvait être une énergie de transition. Il y a des pays qui le pensent, il y a des spécialistes qui pensent qu'on doit arrêter tout nouveau gisement, toute nouvelle exploitation de gisement de gaz ou de pétrole. Ce serait possible d'arriver à faire notre transition sans le faire. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est à quel prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fera des fluctuations. Et donc, c'est les choses dont nous discutons avec nos clients. Mais en tout cas, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre but est d'aider les énergéticiens à transformer leur activité, parce qu'on aura toujours besoin d'énergéticiens, encore plus demain qu'aujourd'hui, parce qu'on consomme toujours de l'énergie. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse attention à la sobriété, c'est pas une blague, hein, c'est ce qu'on a à faire devant nous. Tout le monde a compris ça, j'espère. Et on aura toujours besoin d'énergie, donc toujours besoin de gens qui pourront fournir des solutions pour le faire. C'est pour ça qu'on s'engage dessus. Après, on essaie de discuter avec les ONG. Elles sont sincères, je crois, hein, dans ce qu'elles disent. Elles pensent que ça va pas assez vite, qu'on n'est pas assez restrictif. Mais c'est pas grave, on continue à discuter avec elles et essayer d'améliorer nos perspectives et nos trajectoires. Alors je vois que le temps avance. J'aurais une dernière question et puis qui fera le lien aussi avec une grosse activité de notre banque. Donc la conséquence de la transition énergétique sur le prix de l'immobilier de l'ancien. Donc quel avenir pour la transaction immobilière sur l'ancien, avec les coûts de la transition énergétique, notamment avec l'entrée en vigueur de la fameuse audit énergétique. Donc quelles solutions, notamment les prêts bancaires, pour aider les particuliers à mettre leur habitation en adéquation avec les recommandations. Il y aura des palettes de solutions, mais là encore, j'ai le même raisonnement que tout à l'heure pour l'agriculture. Si vous proposez à un client quelque chose dans lequel il retrouve son investissement au bout de quelques années, il le fera. Et évidemment, le cas de l'ancien n'est pas celui du neuf. Quand vous faites du neuf, vous partez tout de suite avec des normes correctes. Et parfois, c'est pas facile de transformer une maison en pierre de l'extérieur, etc. Voilà. Bon, donc on aura des difficultés parce que certaines des rénovations qui sont nécessaires ne sont pas faciles à faire et il n'est pas facile d'y retrouver un retour sur investissement. Mais c'est notre travail d'essayer de trouver des produits et des modèles économiques qui le font le mieux. En tout cas, pour l'instant, on aide tous nos clients à faire ces diagnostics, à réfléchir à ces questions et à commencer à imaginer ce que ça peut être. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, les prix de l'énergie pourraient monter. Et donc, ça donnera du rendement à ces questions-là. Simplement, ça ne rendra pas plus facile la tâche des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour faire la rénovation de leur logement. Et donc j'ai cette préoccupation d'essayer de trouver des solutions qui soient viables pour l'ensemble de nos publics, parce qu'ils le méritent tous. Voilà, je vous propose qu'on en reste là. Moi, je voudrais vous remercier tous pour les questions que vous avez su nous poser. On a essayé de synthétiser en quelques thèmes, et puis surtout remercier Dominique pour sa présence aujourd'hui, et puis la qualité des réponses apportées. Merci. Merci, Président.